Certes, mais tout ça s'inscrit dans un contexte. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais quand même qu'on évoque les derniers chiffres de l'Organisation mondiale du commerce publiés hier sur le commerce mondial post-Trump, post-Liberation Day, qui prouve que finalement cette année, ça va plutôt pas mal, puisqu'au mois d'août, les prévisions de croissance du commerce mondial étaient de 0,9. Ces chiffres viennent d'être révisés. Ce sera plus 2,4. Modulo le fait que l'année prochaine, ça sera bien pire. Alors, est-ce que l'Europe n'est pas la solution quand même à cette contraction du commerce mondial? Guillaume Dard. La réalité sur le commerce mondial, c'est que vous avez la Chine à ripé vers le sud global. Et donc, quand vous parlez du commerce mondial, c'est pas uniquement l'Europe, les États-Unis, c'est l'ensemble du monde. Bien sûr. Et donc, en fait, le commerce qui est en train de progresser, c'est le sud-sud. Et d'ailleurs, les exportations chinoises vers les États-Unis, en pourcentage du PIB chinois, elles ont beaucoup réduit. Et donc, oui, le Sud-Sud, il ne faut pas... on pense qu'à nous dans la vie, mais il n'y a qu'1 milliard. Hein, c'est 1 milliard l'Occident classique et le G7, c'est 7 milliards de l'autre côté. Et donc, le commerce mondial, il est en train de croître. On voit un grand... porte-container derrière vous, Raphaël, d'ailleurs, il m'a l'air d'être plutôt en Chine qu'ailleurs. Hein. Et l'Europe, elle va avoir des gros problèmes et l'Allemagne les a. Et l'Europe vient de signer avec le Mercosur, un accord commercial. Oui, Sylvie Matera, puis Marcus Kerber. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une évolution des échanges et des équilibres, pas des déséquilibres, mais des équilibres en 2 mots différents. Alors sur l'évolution de cette année, il faut bien voir que tout le monde a essayé de surstocker avant les tarifs. Et donc, l'évolution qu'on voit aujourd'hui, elle est biaisée par cet effort de stockage avant le drame, quoi. Donc, on ne peut pas tellement se fonder sur les chiffres d'aujourd'hui. De 2025. Comme on ne pourra pas tellement se fonder sur les chiffres de l'année prochaine. Pourquoi donc ? En fait, on va utiliser surstockage. Donc, je pense que ces 2 années-là sont un peu biaisées. Mais ce qui est vrai, c'est que l'économie est de moins en moins mondialisée et que dans cet environnement global, les échanges évoluent. Et que l'évolution de la Chine vers le sud-sud, c'est quand même quelque chose de très, très nouveau. Et Marcus Kerber, l'Allemagne va peut-être plus que jamais avoir besoin de la zone euro dorénavant. C'est compliqué en ce moment. L'Allemagne a très certainement besoin de la zone euro, mais l'Allemagne exporte pas mal dans d'autres zones également, et non sans succès. Et un de ses produits clés, le machine-outil, se vend toujours. Je dirais, je suis un peu incrédule lorsque je vous entends dire est-ce que l'Europe c'est la solution ? Parce que les intérêts commerciaux des pays membres non seulement de la zone euro, de l'Union européenne, sont totalement hétérogènes. Et nous avons, en dépit de cette hétérogénéité des intérêts commerciaux avec la France, inutile de vous rappeler la balance commerciale et les excédents allemands, toujours persistants, une compétence exclusive de la Commission européenne pour déterminer la politique commerciale de l'Union européenne. Alors c'est un non-sens, c'est une contradiction. Avec beaucoup de discussions en coulisses Mme von der Leyen est une personne entre les États membres totalement incompétente en la matière et qui incarne aujourd'hui le complot de Bruxelles. Mais mis à part cette composante un peu émotionnelle ou presque sentimentale, parce que je n'aime pas beaucoup ces gens de Bruxelles, c'est bien connu. Ici, ils n'ont aucune légitimité, ils représentent personne. Je crois qu'on aura saisi le message. La compétence commerciale exclusive de l'Union européenne est devenue obsolète, totalement obsolète. Il faut en discuter très rapidement. Stéphane Wannefeld. Très rapidement, parce que là, des spécialistes bien plus pointus que moi, sans doute, en économie internationale. Mais Sylvie, j'apporterai juste un élément. C'est pas que l'économie ne se démondialise pas ou se mondialise moins. Les polarités, les pôles économiques sont en train de changer. Je parlais tout à l'heure d'une révolution, d'une mutation globale de l'économie. Et pardon, Marcus, mais la première puissance mondiale, en tout cas actuellement, et elle va le rester, je pense, encore un bon bout de temps, est une fédération. Les intérêts du Delaware, de la Floride et de la Californie sont encore plus aux antipodes que les intérêts de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne. Donc il faut qu'on arrive à un moment donné à aller dans ce sens-là. Donc on ne peut pas dire à nos concitoyens actuellement... l'État fédéral. Pardon, justement, enlevons les techniciens de la Commission européenne et passons pour de vrai à un État peut-être fédéral, en passant par, première étape, on harmonise les marchés, parce qu'il faut quand même financer tout ça. 2, on harmonise la fiscalité. Après, on verra la politique, qui sera le ministre des budgets. Personne n'en veut en Europe. C'est tout le sujet de notre discussion. C'est tout le sujet de notre discussion. Nous avons tout ce qu'il faut pour être un des pilotes de cette transition mondiale
commercial, climatique, intelligence artificielle. Et on continue encore aujourd'hui, on le voit bien sur ce plateau, à se dire, ah bah, les Italiens sont comme ça, les Français sont comme ça, on le faisait déjà. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, allez, 10 secondes, messieurs, 10 secondes. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui la plupart des pays européens ont envie d'entrer dans une fédération avec les responsables politiques français qu'on vient d'entendre depuis 5 jours? Oui, c'est sûr que ça n'a pas beaucoup aidé. Allez, ce sera le mot de la fin. Merci aux experts. Stéphane Van Nuffel, Marcus Kerberg, Sylvie Matera et Guillaume Dard pour cette émission très dynamique.